Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le colonel François Résis-Jaminet. Mon colonel, bonjour. Bonjour Maxime. Pour vous présenter brièvement, vous êtes donc colonel dans l'armée de terre, Saint-Cyrien, diplômé de l'école de guerre, de l'université Paris-Dauphine et de l'ENA. Vous avez choisi de servir dans l'arme blindée cavalerie et plus particulièrement au régiment char infanterie de marine, qu'on va, je pense tout au long du podcast, plus rapidement appeler le RICM. Avec celui-ci, vous avez été déployé de nombreuses fois, notamment au Kosovo, en Côte d'Ivoire et à plusieurs reprises dans ce pays-là, et puis au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane, où vous avez commandé notamment un groupement tactique désert. Durant votre carrière, vous avez également exercé des fonctions d'état-major au sein du cabinet du ministre de la Défense, du ministère des Armées et aussi au Quai d'Orsay. Aujourd'hui, vous êtes auditeur au Centre des hautes études militaires, à l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale. Dans ce podcast, nous allons nous appuyer sur votre expérience et votre ouvrage, Carnet d'Ivoire, pour parler des opérations militaires, de la place de la cavalerie dans ces dernières, avant de conclure sur des questions plus personnelles, on va dire. Mais avant ça, j'aurais une première question, mon colonel. D'où vous vient la vocation d'officier ? Alors, c'est une question à la fois simple, parce qu'elle est personnelle et on peut y répondre assez facilement, puisque c'est une expérience vécue. Et en même temps, je ne saurais pas très bien vous dire exactement d'où ça vient. Je pense que je ne suis pas issu d'une famille de militaires. Je pense que c'est essentiellement des traits de caractère. J'aime la vie en collectivité. J'aime être utile aux autres. Et si je ne suis pas issu d'une famille militaire, je suis issu d'une famille qui accordait plutôt de l'importance au pays dans lequel nous vivons. Et donc, il y avait une forme d'amour du pays. Les trois conjugués ont probablement conduit au fait que je me pose la question de la carrière militaire. N'étant pas scientifique, l'armée de l'air et la marine ont été écartés assez rapidement. Et donc je me suis retrouvé dans l'armée de terre, à Saint-Cyr. Et pour être très honnête, depuis le premier jour, pas un seul instant, je n'ai regretté cet engagement. Et donc, je pense ne pas m'être trompé et avoir beaucoup de chance. Et je souhaite d'ailleurs, vous qui êtes étudiant, je vous souhaite de trouver cette voie et de trouver, pas forcément la carrière militaire, mais de trouver une voie qui vous plaise autant que moi, ça m'a plu et ça me plaît encore. Alors, comme on a pu l'évoquer en préambule, vous avez été projeté à de très nombreuses reprises, notamment 4 fois en Côte d'Ivoire. Dans votre livre Carnet d'Ivoire, vous commencez par revenir sur l'histoire récente et plus ancienne aussi du pays, notamment en parlant des mythes fondateurs. Selon vous, est-ce que la compréhension du pays où vous opérez, où vous êtes déployé, est nécessaire au bon déroulement des opérations ? Alors oui, c'est nécessaire. Je crois même que c'est indispensable. La compréhension du contexte dans lequel on intervient, du pays dans lequel on agit, de ses ressorts profonds, de sa culture, des gens qui vous entourent. Parce que la caractéristique de l'armée de terre, c'est de combattre et d'être en opération au milieu des populations. Évidemment, si vous ne comprenez pas qui sont les gens qui sont autour de vous, quels sont leurs ressorts culturels, quel est leur logiciel, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est nécessaire et je pense même que c'est indispensable. Alors après, ça ne se décrète pas, hein, mais je pense que l'armée française a historiquement, et les Français aussi, ont dans leur ADN cette volonté d'ouverture et de compréhension des autres. C'est vrai pour les militaires, c'est vrai d'une manière générale. On dit que la France porte toujours un discours universaliste, la patrie des droits de l'homme. Alors ça peut parfois agacer, notamment nos amis alliés, ce discours un peu universaliste. Mais le soldat français a aussi, je pense, hérité de ça. Et donc cette compréhension n'est pas véritablement un effort. En tous les cas, si on la recherche, ça vient assez rapidement. Et moi, j'ai observé dans toutes mes opérations, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, que finalement, c'est assez naturel et que le soldat français s'implique dans sa mission. Il s'implique de manière affective. Alors, c'est un côté positif, que j'ai souligné tout à l'heure,
parce que ça aide à mieux comprendre les choses. Et puis ça peut avoir, enfin c'est quelque chose qu'il faut contrôler en même temps, parce que l'opération militaire doit rester quelque chose de rationnel, et il faut rester, quand par exemple on est dans des situations des cas de mission de maintien de la paix, comme au Liban, eh bien, il faut rester le plus neutre possible. Donc, comprendre, avoir de l'empathie, sans pour autant que ça puisse nuire aux opérations. Alors, au-delà des actions de guerre à proprement parler, on entend régulièrement parler d'actions civilo-militaires. À quoi correspondent-elles et quelle est leur utilité? Alors, quand on parle d'action civilo-militaire, je vais juste faire une petite partie théorique, entre guillemets, vous m'en excuserez, mais il est important de comprendre que les actions civilo-militaires, ce qu'on appelle le CIMIC aujourd'hui, n'est ni de l'humanitaire, ni une action de développement. Ça peut contribuer, ça y contribue au soulagement de situations humanitaires difficiles ou à réenclencher le développement économique, social dans la zone d'opération. Mais le CIMIC fait partie des opérations. Ni humanitaire ni développement, cela fait partie des opérations. Et il est destiné, en fait, à agir favorablement, influencer en quelque sorte, l'environnement de la force, et notamment auprès de la population et des élus locaux, éventuellement des associations, enfin tout le tissu social qu'il peut y avoir dans une zone d'opération. Ces actions civilo-militaires, elles sont donc très étroitement corrélées, coordonnées avec les opérations, et elles sont placées sous le commandement du chef militaire. Voilà, c'est un des volets de l'opérationnel. Voilà. Et ça n'est pas quelque chose de disjoint, c'est très cohérent dans le temps, c'est le même agenda, et ça suit l'agenda des opérations. Par rapport à ces actions que vous avez évoquées, donc les CIMIC, il y a aussi des actions civiles qui peuvent parfois être organisées dans le cadre de processus de stabilisation. En quoi ça diffère, peut-être concrètement, si vous avez des exemples que vous avez pu connaître en opération? Alors, donc justement, on vient d'évoquer le CIMIC, et puis j'avais fait allusion à d'autres, j'imagine que c'est de ça dont vous voulez que nous parlions. Si vous voulez, quand vous menez des opérations visant à assurer la sécurité, rétablir une forme de concorde civile, stabiliser une situation comme vous l'avez évoqué, l'action militaire ne peut pas tout. Et donc, il y a besoin d'un accompagnement une fois que la situation sécuritaire est stabilisée. Il y a besoin d'un accompagnement qui passe par des actions de plus long terme. L'urgence, c'est souvent l'humanitaire, et puis ensuite, c'est le développement. La France a d'ailleurs, dans ce domaine-là, un véritable savoir-faire, avec des outils et des organismes que moi je trouve très performants. Ça démarre, par exemple, au Quai d'Orsay par ce qu'on appelle la mission de stabilisation, qui est une partie du ministère des Affaires étrangères, qui agit un peu dans l'urgence, qui n'est pas de l'humanitaire, mais qui agit un peu dans l'urgence en portant des projets, notamment dans des zones qui sont en difficulté, notamment sécuritaire. C'est le cas au Sahel. Et ensuite, vous avez une agence là, qui s'appelle l'Agence française de développement, qui, elle, dispose de moyens extrêmement considérables, que moi je trouve considérables, par exemple, quand on compare avec ce qui se fait dans le domaine du CIMIC, avec des sommes assez importantes, mais qui, elle, fait vraiment du développement, et donc s'inscrit dans le temps long, monte des projets, souvent pluridisciplinaires, et un des enjeux de nos opérations aujourd'hui, notamment au Sahel, c'est d'arriver à coordonner les opérations militaires, avec leur volet CIMIC que vous avez évoqué, l'intervention de la mission de stabilisation du Quai d'Orsay, et puis, dans le temps long, l'action de l'AFD, qui, elle, va véritablement essayer de recréer des dynamiques économiques, sociales, éducatives, de long terme, qui vont finalement bonifier ce que l'opération militaire, elle ouvre une porte, et ensuite, ce qu'on appelle les développeurs, par exemple, sans
enfin c'est le terme qu'ils se donnent eux-mêmes. Ensuite, c'est aux développeurs de transformer l'essai, entre guillemets. Est-ce que, justement, il n'y a pas une difficulté, entre guillemets, dans la perception, que ce soit pour les populations ou pour les personnels français sur place, d'avoir ces deux pieds, entre guillemets? Est-ce que c'est pas parfois compliqué de passer de l'un à l'autre ou de voir supplanter un par l'autre? Alors, enfin, les deux ne sont absolument pas concurrents, ils sont complémentaires. Il faut bien le voir comme ça. Il y a un certain nombre de défis à relever. J'en donnerai un qui est majeur et que tout le monde comprendra, c'est celui du temps et de l'agenda. Une opération militaire, dans une zone aussi vaste que le Sahel, l'opération militaire, elle crée à un moment donné, pour une certaine durée, des conditions de sécurité suffisantes pour permettre qu'une action de développement se déploie. Mais c'est une fenêtre de temps. Or, un projet de développement, j'ai essayé de vous le dire un peu tout à l'heure, c'est quelque chose de long. D'abord, il faut étudier le terrain, étudier la société. On revient à la compréhension de la société dans laquelle on évolue et la population. Et puis ensuite, il faut mobiliser un certain nombre d'outils. Il faut très concrètement peut-être aller construire des écoles, creuser des puits, remettre de l'administration en place, etc. Et tout ça prend du temps. Voilà. Et donc il y a un défi qui est la cohérence de l'agenda entre je crée de la sécurité et de manière non disjointe, enfin, dans la suite, tout de suite en aval de l'opération, j'ai des effets bénéfiques qui viennent qui surviennent par le biais du développement. Donc, il y a un défi d'agenda, et puis ensuite, vous l'avez évoqué, il y a un défi très concret de coordination. C'est-à-dire que comment j'explique, moi, militaire, aux gens qui font du développement, ce que je compte faire, les effets que je compte produire sur le terrain, pour qu'eux puissent voir comment ils s'insèrent derrière. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que depuis, je crois, 2 ans ou 3 ans maintenant, le général qui commande l'opération Barkhane, il a un conseiller développement, qui est quelqu'un issu de l'Agence française de développement, donc dans son premier cercle de conseillers, de manière à favoriser cette coordination. Et donc, comme beaucoup de sujets en France, et ailleurs sans doute, mais là on parle du cas de la France, on a une dimension interministérielle qui est forte, et qui est un défi quotidien parce que c'est comme ça, parce que chaque ministère a sa logique, a son expertise, a sa manière de faire, etc. Voilà. Donc se coordonner dans le temps et puis se coordonner tout court pour bien comprendre ce que font les uns, ce que veulent faire les autres et comment tout ce puzzle se constitue. Vous avez évoqué des acteurs étatiques, entre guillemets. Est-ce que vous avez aussi des liens avec des ONG qui pourraient intervenir? Alors, d'abord, et d'ailleurs, ça serait peut-être intéressant de demander à des ONG ce qu'elles en pensent, mais l'organisation non gouvernementale, surtout humanitaire et agissant en zone de crise ou de conflit, parmi ces principes fondateurs, il y a l'impartialité et le fait qu'ils souhaitent agir, et c'est bien, au profit de tous. Une force militaire, elle est ressentie comme partiale. Enfin, je veux dire, on a un ennemi à détruire. Au Sahel, on a un ennemi à détruire. Ça ne veut pas dire que les ONG soient complices de cet ennemi, mais on voit bien que dans l'approche, il y a une forme de réticence peut-être pour les ONG à se placer par exemple directement sous la protection de la force militaire parce qu'ils considèrent qu'ils vont devenir une des parties au conflit alors qu'eux souhaitent être un acteur transverse s'adressant à tout le monde et notamment aux populations. Donc le lien avec les ONG, moi je ne peux pas dire aujourd'hui, n'étant pas dans le cadre de Barkhane, par exemple, si on parle du Sahel, je ne peux pas dire quel est le lien exact qui existe entre l'opération Barkhane et les organisations gouvernementales. Il y a un dialogue, il y a toujours un dialogue, enfin moi ce que j'ai vécu c'est qu'il y avait un dialogue, notamment parce que parfois il faut pouvoir assurer leur protection, ou être prêt à le faire s'ils étaient menacés.
Donc il y a un dialogue, mais pour le coup, ça n'est pas du tout le niveau de coordination qu'on peut avoir avec la mission de stabilisation du ministère des Affaires étrangères ou l'Agence française de développement, qui sont des agences étatiques, régaliennes, qui obéissent au même chef qui est le président de la République. Et donc, pour les organisations non gouvernementales, on est plus dans du partage de l'information que dans une action véritablement coordonnée. J'ajoute que leur action est quand même extrêmement importante. Parce qu'ils arrivent à toucher des segments de la population, parfois aller dans des zones dans lesquelles nous avons choisi de ne pas aller. Et donc ce sont des acteurs essentiels d'une stabilisation en zone de crise. Et ce sont des gens courageux. Ce n'est pas le monopole des militaires. Absolument. Alors peut-être pour revenir justement sur un aspect plus militaire, quand on regarde votre carrière, depuis votre première affectation jeune lieutenant jusque récemment, vous êtes très lié à un régiment qui est, on l'a évoqué, le RICM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce régiment ? Oui, alors le RICM, c'est un régiment, à l'échelle de l'histoire de France, c'est un régiment assez jeune, puisqu'il est écrit en 1915, alors évidemment à nous ça nous paraît très ancien, mais c'est finalement un régiment assez jeune. Et ce régiment, il a la particularité d'avoir vécu ses premières années, donc 1915 jusqu'à 1918, dans des engagements extrêmement durs, qui font qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est le régiment le plus décoré de France. Et il n'a pas perdu cette place qui l'honore et puis qui est exigeante aussi depuis. Donc c'est un régiment assez jeune. C'est un régiment qui a été des troupes coloniales. Il s'appelait Régiment d'infanterie coloniale du Maroc. Et puis, quand les troupes coloniales ont été dissoutes au moment de la fin de l'Empire français et des indépendances des anciennes colonies, il est devenu troupe de marine, donc composante de l'armée de terre, héritière des troupes coloniales. Et pour la petite histoire, comme c'était le régiment le plus décoré, il y avait un effet marque à conserver, et donc on a essayé de garder les initiales, et donc c'est devenu le régiment d'infanterie char de marine. Infanterie pour son histoire, puisque c'était un régiment d'infanterie, char parce que c'est devenu un régiment blindé au cours de la Deuxième Guerre mondiale, et donc il a gardé ce nom. Ce régiment aujourd'hui, c'est comme tous les régiments entre guillemets de cavalerie légère de l'armée de terre, c'est à peu près 1000 garçons et filles. Je dis garçons et filles parce que souvent ils sont très jeunes. 1000, je dis 1000, je comprends les réservistes, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 800 marsouins d'actifs et 250 marsouins de réserve. Et compte tenu du rôle joué par la réserve aujourd'hui, quand on présente par exemple les effectifs d'un régiment, on incorpore naturellement les réservistes. Il a des missions de cavalerie légère comme d'autres régiments dans l'armée de terre. Il appartient à la 9e brigade d'infanterie de marine, qui est la brigade qui incorpore non pas toutes les unités des troupes de marine, mais dont quasiment toutes les unités sont membres des troupes de marine. Cette brigade, elle a la particularité d'avoir une vocation amphibie. L'amphibie, c'est donc être capable de mener, avec la marine nationale, c'est un domaine interarmé, des opérations de la mer vers la terre. Et c'est quelque chose qui pourrait passer un peu sous les radars, parce que c'est une forme de double qualification, hein, il fait ça en plus du reste, mais c'est extrêmement important parce que ça dit quelque chose de l'identité de ce régiment, et de tous les régiments qui pratiquent l'amphibie, et puis c'est quand même intimement lié à l'histoire des troupes de marine qui sont nées sous Richelieu avec les compagnies franches de la marine et ces troupes de terriens qui embarquaient à bord des bâtiments et qui assuraient la sécurité des bâtiments quand ils jetaient l'ancre sur des rivages à l'époque inconnus. Donc, régiment blindé, régiment des troupes de marine, régiment amphibie, c'est son contrat opérationnel, hein, c'est ce que le chef d'état-major de l'armée de terre attend du RICM, c'est de remplir ce contrat. Et puis le RICM, il a aussi, à l'image d'autres régiments de l'armée de terre, une mission moins écrite, c'est de faire grandir ceux qui rejoignent ses rangs. On accueille 100 à 150 jeunes tous les ans, on les forme, et je veux dire, une des préoccupations majeures du commandement, c'est d'amener ces filles et ces garçons jusqu'au plus haut niveau qu'ils pourraient atteindre dans l'institution militaire pour peu que ça leur plaise et qu'ils souhaitent y rester. Et donc il y a un fort souci de promotion interne
de formation, d'éducation. Et ça passe par beaucoup de choses, la formation technique telle qu'on peut la connaître, mais ça passe aussi par un ancrage dans l'histoire qui est très fort. Je vous ai parlé de l'histoire du RICM. C'est d'une dimension très importante de ce qu'on transmet à nos marsouins. Ils sont les maillons d'une chaîne qui, depuis 1915, ne s'est jamais cassée. La flamme ne s'est jamais éteinte. Et c'est eux qui la portent aujourd'hui. Donc il y a cette dimension-là. Et à la fin, c'est une famille. C'est une forme de famille élargie à ces familles. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Les familles du régiment sont une dimension importante. Comme tous les régiments de l'armée de terre, il est très lié à sa garnison, qui est la ville de Poitiers, à laquelle il est depuis 25 ans. Voilà, donc décrit un peu ce qui est le RICM en partage avec les autres régiments de l'armée de terre, et puis ce qui fait sa singularité. Par rapport à un point que vous évoquez, justement ce phénomène d'ascension sociale dans les armées, on parle de temps à autre d'escalier social qui est offert. Comment est-ce que vous faites pour intégrer pleinement ces jeunes qui arrivent? J'imagine qu'ils ne sont pas tous passionnés d'histoire, et pour justement leur, entre guillemets, allumer la flamme chez eux. Alors, votre question, elle me rappelle une question que me posait une fois quand il venait au régiment le maire de Poitiers, et qui avait regardé le régiment défiler, et puis avec des filles, des garçons, des petits, des grands, des gens issus de l'outre-mer, enfin vraiment une diversité assez importante. Et il me disait comment ça se fait que ça marche chez vous. Et je lui disais ça marche, je crois, d'une manière assez simple, c'est que il y a de l'autorité. Voilà. Le régiment il est commandé, chacun a un chef. Chacun a un chef, et assez rapidement, le plus jeune devient un petit chef. Alors pas au sens péjoratif du terme petit chef, mais chacun, à un moment donné, exerce des responsabilités au nom du chef de corps. Et donc, il y a de l'autorité, et il y a des règles. Voilà. Et les règles, elles sont respectées. Et elles sont sanctionnées, si elles ne sont pas respectées. Et elles sont aussi sanctionnées positivement, si la manière de servir du soldat correspond à ce qu'on en attend. Voilà. Et donc il y a une forme d'émulation qui n'est pas de la compétition, parce qu'il n'y a pas de concurrents, les gens ne sont pas en concurrence au sein d'un régiment, mais il y a une émulation pour aller chercher l'excellence, le meilleur résultat possible, se dépasser en sport, dans la manière dont on vit tous les jours, essayer de se coucher chaque soir en disant est-ce qu'aujourd'hui j'ai appris des choses, est-ce que j'ai été meilleur, est-ce que je suis meilleur ce soir que quand je me suis levé ce matin. Voilà. Et ça c'est une culture. En fait, bien sûr on a des textes, chaque chef de corps publie sa vision du commandement, etc. Bien sûr. Mais c'est une culture, et cette culture, moi je l'ai apprise en arrivant comme lieutenant, je l'ai apprise de mes sous-officiers, c'est eux qui m'ont formé. On arrive, on sort de Saint-Cyr, on est un officier à peu près présentable, on sait faire les choses techniquement, mais l'esprit, on l'acquiert en régiment, et surtout, on l'acquiert en regardant les cadres, et bien sûr son capitaine, etc. Mais ceux avec lesquels on est au quotidien, ce sont par exemple les sous-officiers, qui sont souvent d'anciens marsouins, donc ils connaissent intimement le métier de soldat, ils connaissent intimement. Et donc cette culture, un peu non écrite, elle se transmet comme ça, et c'est pour ça qu'on dit souvent, et le chef d'état-major de l'armée de terre le dit, le régiment c'est le cœur de l'armée de terre. C'est là où l'armée de terre, le soldat de l'armée de terre, il naît, il grandit. Et puis ensuite, quand c'est un grand garçon, hein, quand on est officier, machin, on va en état-major, etc. Mais c'est là où la matrice de l'armée de terre, c'est le régiment. Et c'est cette culture qui se transmet. Vous avez évoqué juste avant là, le chef de corps, qui est donc le colonel en général, qui commande le régiment. Vous l'avez été. Quelle définition vous donneriez au chef de corps? Parce que c'est quelque chose qui peut paraître assez lointain pour des personnes qui ne sont pas coutumières du monde militaire. Comment est-ce que vous le définiriez? Alors d'abord, le chef de corps, il est responsable. Il est responsable de tout. Tout ce qui du jour où il est désigné sur le front des troupes pour prendre le régiment jusqu'au jour funeste, son successeur est désigné, il est responsable de tout. Voilà. Et d'ailleurs, il est désigné
nom d'une formule d'investiture, qui dit « De par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef le colonel Intel et vous lui obéirez. » Donc d'abord, c'est la responsabilité. On ne peut pas jouer avec cette responsabilité. Ce que feront de bien ou ce que feront de mal, on viendra demander au colonel pourquoi. Donc d'abord, c'est un responsable. Ensuite, je crois que c'est à la fois un guide et un serviteur. C'est un guide parce que le fait que le chef de corps change tous les 2 ou 3 ans, il arrive d'un autre univers, même s'il connaît le régiment, donc il a, et on est très bien préparé à exercer ses fonctions, il a les grandes préoccupations de l'armée de terre, du CEMAT en tête, il sait où son régiment, où l'armée de terre veut envoyer, entre guillemets, son régiment, quel est le cap fixé, et donc il lui revient pendant ces 2 années ou 3 années de suivre ce cap et de donner un certain nombre d'orientations qui permettent de rejoindre. En ce moment, il y a la vision stratégique du général Burkhardt. Bon, c'est le cap de l'armée de terre. Voilà. Et donc le chef de corps, à cet égard, c'est un guide. Et enfin, je pense que c'est un serviteur parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on arrive jeune officier en régiment, on apprend beaucoup, on reçoit beaucoup. Et je pense que le chef de corps, il doit rendre ce qu'il a reçu. Il doit rendre ce qu'on lui a appris, cette culture, ce souci de la fraternité d'armes, ce souci de faire grandir ses subordonnés, de les amener le plus loin possible, de faire fructifier leurs talents. En fait, voilà. Et à ce titre, il doit un peu oublier, il doit un peu s'oublier et être énormément tourné vers le bas, entre guillemets, sans connotation péjorative, mais vers les escadrons, les services, etc., pour dire voilà moi ce que j'ai appris, voilà ce que je voudrais vous transmettre. Et si au terme de ces 2 années, il a bien transmis, je pense que ça doit être sa meilleure récompense. Elle n'est pas très visible, elle n'est pas quantifiable dans des tableaux de bord de pilotage, mais c'est à mon avis le vrai fond du sujet. Pendant votre temps de chef de corps, vous avez été projeté en opération et vous avez commandé un groupement tactique désert. Première question, entre guillemets, est-ce que c'est similaire à ce qu'on appelle les GTIA? Et à quoi correspondent justement ces groupements? Alors, donc groupement tactique désert, c'est l'appellation sahélienne, puisqu'on parle de l'opération Barkhane, comme vous l'avez dit, d'un groupement tactique interarmes. Donc, groupement tactique interarmes, groupement c'est le niveau du régiment, même si ça n'est pas forcément le volume d'un régiment, mais donc c'est un colonel avec un état-major, et puis ensuite des unités élémentaires qui peuvent être des compagnies d'infanterie, des escadrons blindés, des batteries d'artillerie, des compagnies du génie, principalement. Et ce GTIA, ou GTD en BSS, en fait, on agrège différentes capacités, les capacités de la cavalerie, donc les forces de la cavalerie, les forces de l'infanterie, et le métier du génie, celui de l'artillerie, de manière à pouvoir avoir une manœuvre qui coordonne l'ensemble de ces forces, qui les rassemble, et qui produisent de meilleurs effets sur le terrain et sur l'ennemi, plutôt que si on avait une compagnie d'infanterie toute seule ou un escadron blindé tout seul. Voilà, donc c'est la raison d'être du GTIA, c'est ça. Il y a souvent une question qui se pose, enfin souvent, il y a une question qui se pose en organisation, en disant mais pourquoi on ne constituerait pas des GTIA de manière native, c'est-à-dire qu'en France, le RICM, en fait, il aurait 2 escadrons blindés, 2 compagnies d'infanterie, une batterie d'artillerie. Et donc, vous ne me posez pas la question, mais j'y réponds. C'est-à-dire que je pense qu'on est pleinement utile aux autres que quand on maîtrise à la perfection, qui n'est pas de ce monde, mais de manière excellente, son propre métier et sa propre spécificité. Et donc, il faut d'abord être un excellent cavalier avant de vouloir apporter aux autres les qualités qu'on attend d'un cavalier. Et pour un régiment, ça serait un peu trop probablement de vivre toute l'année avec un certain nombre avec trop de spécificités à former, entraîner, suivre, etc. On changerait d'échelle. Il y a aujourd'hui des régiments interarmes dans les armées françaises. Ils sont principalement outre-mer. Vous avez à Djibouti, par exemple, le 5e régiment interarmes d'outre-mer, qui porte bien son nom, et qui agrège des personnels permanents et surtout des personnels tournants qui viennent de métropole avec une unité de cavalerie, une unité d'infanterie, une unité de génie et d'artillerie. Alors, vous avez évoqué juste avant que pour être entre guillemets utile dans ces groupements, il faut être un bon cavalier.
qu'est-ce que c'est un bon cavalier et quelles sont les missions de la cavalerie, et particulièrement de la cavalerie peut-être légère, comme le RSM. Alors, quand on parle de cavalerie, tout de suite, dans l'imaginaire populaire, on voit des gens à cheval il y a 200 ans, et on se dit, bon, quel est le... Bon, l'arme blindée aujourd'hui, puisque c'est l'arme blindée cavalerie, l'arme blindée aujourd'hui, en fait, elle a pris l'héritage de ces unités de cavalerie historiques, parce que ce qu'on attendait d'elle, c'était avant tout de la rapidité. Voilà, et donc, évidemment, historiquement, le cheval, un soldat à cheval était plus rapide qu'un soldat à pied. Donc on attendait de la rapidité, et puis ensuite on a agrégé un certain nombre d'autres fonctions. On a protégé les équipages, donc on a mis de la protection autour. Et puis on a donné de la puissance de feu, parce que si on va loin, il faut aussi qu'on puisse tirer loin, et puis tirer sur des niveaux de calibre d'armement qui fassent mal. Et donc tout ça, ça constitue la cavalerie d'aujourd'hui. Aller loin, être protégé évidemment, et puis avoir une puissance de feu avec des armements supérieurs à ceux qui sont par exemple dans l'infanterie. Aujourd'hui, la cavalerie, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans le combat interarmes? Je pense qu'elle peut apporter la capacité à élargir le champ de manœuvre, entre guillemets, d'une unité qui, si elle était uniquement d'infanterie, serait sur des compartiments de terrain, sur des terrains plus resserrés. Et une des caractéristiques de la cavalerie légère, c'est d'être autonome. Un peloton de cavalerie légère, aujourd'hui c'est 3 AMX 10 RC, 3 véhicules blindés légers, demain c'est 4 Jaguar et 4 véhicules blindés légers. Parfois dans une journée, un sergent chef de bord blindé, il peut ne pas voir son lieutenant. C'est plus difficilement imaginable dans l'infanterie qui manœuvre plutôt groupée. Et donc la cavalerie, elle permet d'augmenter l'espace surveillé, l'espace sur lequel on peut se renseigner, l'espace sur lequel on peut combattre. Et puis elle a une capacité à se réorienter très rapidement, puisque on va dire que je fais toujours à contrario avec les fantassins, mais c'est un peu pour différencier les choses. Quand un groupe d'infanterie est débarqué de son blindé, il faut le réembarquer. Ça prend un peu de temps, hein. C'est pas des Legos qu'on jette dans une boîte. C'est des êtres humains. Enfin voilà, il y a les adhérences du terrain, etc. Le cavalier, il reste embarqué la plupart du temps. Enfin, sa vocation, c'est de combattre embarqué. Et donc, il change de direction. Son véhicule change de direction. Et c'est aussi simple que ça. Enfin, c'est aussi simple. Voilà, il y a évidemment un gain de temps. Au début de l'ouvrage, vous évoquez les contradictions entre les enseignements que vous recevez et la réalité. Et en parallèle de ça, vous l'avez évoqué avant, avoir des régiments interarmes, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, dans la vision qu'a donnée le chef d'état-major de l'armée de terre, il dit vouloir préparer l'armée au combat de haute intensité. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se préparer d'un côté à des opérations de haute intensité et d'un autre côté à des conflits qu'on connaît depuis quelques années, peut-être en tête l'opération Barkhane? Alors, bon, vous avez évoqué ce que je dis au début de Carnet d'Ivoire. Bon, j'ai peut-être été un peu sévère avec ceux qui nous enseignaient à l'école à Saint-Cyr, mais la période était pas très simple. Elle n'était pas très simple parce que on est au début des années 90, donc ça vous dit rien du tout, mais moi c'est encore frais dans l'esprit. Le mur de Berlin venait de tomber, et en fait, on était un peu à une croisée des chemins, et tous ceux qui professaient et qui nous instruisaient, en fait, avaient vécu la guerre froide, et on avait du mal à imaginer ce que serait le monde d'après la guerre froide. Et or, très rapidement, on s'est retrouvé dans un certain nombre de choses qui s'appellent les opérations extérieures, qui étaient déjà conduites depuis quelque temps par les armées françaises, mais qui ont pris une ampleur plus importante. Aujourd'hui, comment se préparer à la haute intensité tout en continuant les opérations du moment? D'abord, les opérations du moment, elles sont de haute intensité pour nos soldats. C'est-à-dire que le caporal du RICM ou d'ailleurs, qui est demain à Barkhane, lui, il n'a pas l'impression d'être... il n'est pas dans ces concepts-là. Lui, il vit la haute intensité. C'est-à-dire que, concrètement, il a chaud, ça dure longtemps, il a parfois peur,
c'est dur. Voilà, c'est dur. Et le milieu terrestre, il est dur. Donc, le sujet de la haute intensité, je vais pas dire que c'est pas un sujet pour les petites unités, mais c'est un changement d'échelle dans l'entraînement et dans la préparation opérationnelle qui concerne peut-être le niveau des capitaines commandants d'unité, commandants d'escadron, de compagnie, etc. Les chefs de corps, évidemment, donc les états-majors de régiment, et puis les états-majors de brigade et de division, parce que la haute intensité, qu'est-ce que c'est? Enfin, on va pas faire une approche par la définition, mais c'est un peu l'affrontement de la masse dans la durée et sur donc de la masse de combat dans la durée et en utilisant l'ensemble de l'armement disponible. Donc c'est un combat dur, plutôt long, et comme dès qu'on parle de masse, eh bien, il faut agréger des GTIA, donc ça s'appelle une brigade interarmes, et agréger plusieurs brigades interarmes, ça s'appelle une division. Et donc je pense que le défi de la haute intensité, aujourd'hui, c'est un changement d'échelle dans la préparation opérationnelle des unités de l'armée de terre, et pas que peut-être, mais en tous les cas pour l'armée de terre, c'est un changement d'échelle pour être capable d'entraîner des masses plus importantes sur des conflits plus durs. Très bien. Alors vous avez aussi évoqué avant, c'est pour ça que ça me fait penser, le renouvellement notamment des AMX 10 RC. Est-ce que justement les nouveaux matériels ont été prévus pour ces combats de haute intensité? Alors oui, même si vous savez qu'un programme d'armement c'est long, c'est-à-dire que la conception du Griffon ou du Jaguar, c'est quelque chose qui a démarré dans les bureaux d'études, à la DGA, chez les industriels, il y a peut-être plus d'une dizaine d'années. Mais le système français, enfin on va pas se jeter des lauriers, mais le système français est quand même bien fait. C'est-à-dire qu'on a comment ça se passe? Vous avez tout un tas de gens qui sont payés pour faire de la prospective. Voilà. La prospective, c'est imaginer l'avenir, des scénarios, qu'est-ce qui va se passer en 2040, aujourd'hui on réfléchit à 2040, etc. Et donc à partir de ça, on a la chance d'avoir la délégation générale à l'armement, avec des ingénieurs qui sont au fait des technologies qui pourraient être en 2040, si on parle de 2040, ou 2020 à l'époque, puisqu'on parle de Scorpion. Donc, quels vont être les types d'engagement, les défis à relever, quelles sont les technologies disponibles, et donc comment on conçoit un programme et un matériel pour faire face à ça. Donc aujourd'hui, si on parle du Scorpion, du programme Scorpion, et notamment des deux véhicules phares, entre guillemets, même si Scorpion c'est beaucoup d'autres choses, ça répond aux engagements de demain, notamment en termes de protection, de capacité d'agression, donc d'armement. Et puis ça répond aussi en termes de ce qu'on appelle le combat collaboratif. Donc on ne va pas rentrer dans la tôle et la technique ici, mais en fait on accélère la transmission de l'information et la connaissance qu'a tout le monde, et donc tout le monde c'est y compris le caporal dont on parlait tout à l'heure, de la situation sur le terrain, de la position des unités amies en temps réel, et la capacité en fait à démultiplier ses propres capacités par le fait que les autres savent exactement ce qui vous arrive et vont être capables d'agir à votre profit, voire à votre place. Voilà. Et donc le programme Scorpion, il répond, encore une fois la perfection n'est pas de ce monde, mais enfin il répond quand même très bien aux défis du moment et puis des années qui viennent. Voilà. Aussi. Alors vous avez dit tout à l'heure, donc vous étiez à Saint-Cyr au début des années 90. Vous avez donc une carrière qui commence à représenter un certain nombre d'années, sans vous faire offense. Non, merci. Mais du coup, au cours de ces années-là, si vous aviez à retenir un ou deux moments, ce serait quoi, voilà, les moments qui vous ont marqué dans cette carrière? Alors, c'est probablement le temps de capitaine. Alors quand on dit le temps de capitaine, c'est pas forcément le grade, hein, c'est la fonction de ce qu'on appelle le capitaine commandant, c'est-à-dire le capitaine commandant d'unité élémentaire. Donc c'était entre 2004 et 2006. Pourquoi ce temps-là? Parce que je pense que c'est le dernier niveau de responsabilité où vous connaissez parfaitement vos subordonnés. Ils sont une centaine. Bon, c'est pas toujours les mêmes au cours des 2 ans, mais vous avez
D'abord, c'est votre devoir de les connaître parfaitement, et puis vous avez le temps de le faire et de les connaître intimement. Et on parlait d'éducation, de transmission de la culture, etc. Les capitaines dans un régiment, c'est eux qui sont au cœur de cette affaire-là. Et donc, c'est le temps de capitaine parce que moi, je connaissais bien l'escadron. Enfin bon, j'y avais été lieutenant, donc c'est évidemment le truc est un peu faussé, ce que je vous dis, mais et c'est vraiment l'escadron, enfin l'unité élémentaire, c'est la petite famille. Vous partez en mission ensemble. Les unités élémentaires, elles partent pas toujours avec le chef de corps en opération. Donc elles ont parfois un peu leur autonomie propre. On va pas dire qu'elles sont complètement indépendantes et satellisées, mais et donc c'est l'unité de combat qui vit ensemble un certain nombre de missions et qui a, enfin comme le théâtre classique, une unité de temps, de lieu et d'action. Et donc c'est forcément un souvenir particulier, c'est un temps particulier pour un officier. Et d'autant plus si on a la chance d'être engagé en opération avec son unité, ce qui a été mon cas à 2 reprises. Justement, quand on revient d'opération et que le régiment se retrouve au complet sur la place d'armes, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on sent à ce moment-là? C'est des retrouvailles? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, d'abord, ça arrive très rarement. Je crois que ça m'est arrivé une semaine, moi, en 2 ans, d'avoir tout le monde, entre guillemets. Encore, il manque les réservistes, qui structurellement n'ont pas vocation à être là tout le temps. Alors, il y a la tentation de tout faire à ce moment-là. De dire, bon, ben, on va faire la cérémonie, machin, la journée des familles. Voilà, et donc, un peu de tout concentrer là-dessus. Oui, c'est un moment privilégié. C'est le moment aussi où il faut être attentif à ce que les narratifs des uns ne percutent pas ceux des autres. Parce qu'il y a ceux qui sont partis en mission et puis ceux qui sont restés, qui ont monté la garde au régiment, qui ont rempli d'autres missions, qui ont fait de l'instruction, etc. Et donc qui n'ont pas la même expérience et le même vécu que les autres unités. Et donc tout le rôle du colonel et des capitaines, c'est de rassembler tout le monde sur un narratif commun, et de manière à ce que ceux qui rentrent d'opération ne se sentent pas forcément meilleurs que les autres, et que ceux qui ne sont pas partis en opération mais qui vont y partir ne se sentent pas délaissés, entre guillemets. Donc il y a un enjeu de cohésion, de réunion de tout le monde pour raccrocher tout le monde à la même histoire. La compagnie, du coup, c'est une sorte de famille. Est-ce que les familles, justement, des militaires sont inclus dans cette fraternité qui lie, ou est-ce qu'il y a des liens qui sont plus distants? Oui, alors je crois que c'est indispensable, parce que le métier de militaire, il y a plein de métiers particuliers, mais le militaire, c'est pas un travailleur comme les autres. Donc il y a l'absence qui est longue. Quand vous partez 4 mois, 6 mois, c'est forcément long pour des enfants, pour des conjoints. C'est évidemment long. Il y a le risque, et donc le sentiment qui va souvent avec, c'est l'incertitude, la peur. Et donc tout ça, ça doit se gérer non pas de manière administrative, mais ça doit se gérer de manière affective, entre guillemets. Il faut créer des liens de complicité, de connaissance, tout en étant respectueux de la vie privée des gens. Il ne s'agit pas de dire aux gens on va vivre tous ensemble tout le temps, et voilà, c'est pas du tout ça le sujet. Mais c'est de créer des liens suffisamment forts, notamment quand les unités ne sont pas en mission, pour que le jour où en mission vous avez une difficulté, la famille n'hésite pas à se tourner vers le régiment pour demander de l'aide. Et parfois l'aide, c'est juste écouter quelqu'un au téléphone ou l'inviter à prendre un café. Et donc on a une grande attention. Il y a un plan famille au ministère, et le CEMAT, par exemple, il est extrêmement attentif à l'armement de ce qu'on appelle les cellules famille, c'est-à-dire qu'on est bien des gens dont c'est le job à part entière, donc c'est une des missions du régiment, qui sont chargés de faire le lien entre les familles, de s'assurer que, entre guillemets, tout le monde va bien, et qu'on n'a pas des gens qu'on est en train de laisser au bord de la route dans les difficultés, parce qu'après, à titre personnel, on s'en voudra d'avoir pas vu, abandonné par négligence, etc., par insouciance. Et puis ça a aussi un
un impact sur la capacité opérationnelle du régiment. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait que sa famille ne va pas bien en base arrière, enfin en métropole, bah évidemment, il sera pas tout à sa mission. Or, on a besoin d'être tout à sa mission. Et donc, le régiment, il se veut être une famille élargie aux familles. Et c'est une dimension importante. Dans tout ce que vous dites, ressort le fait qu'il y a beaucoup d'humanité dans ça. Est-ce qu'au final, le côté humain, les relations humaines, c'est pas le premier élément de l'armée? Oui, je pense que vous avez raison. En tous les cas, c'est peut-être mon caractère et puis mon expérience personnelle. Oui, je pense que c'est le premier. En tous les cas, c'est la première satisfaction. C'est la première satisfaction. Alors, il y a d'autres métiers très forts. Enfin, c'est toujours particulier de parler de son métier parce que, évidemment, quelqu'un qui nous écouterait et qui serait, j'en sais rien moi, pompier, ou qui vit dans une boîte qui a un corporate super, etc., il dirait, ouais, non, mais moi aussi, évidemment. Enfin, voilà, c'est pas exclusif. Mais en fait, ce sont des individus qui s'engagent. L'engagement, c'est une décision individuelle. La jeune fille ou le jeune garçon qui va signer, qui aujourd'hui s'engage dans l'armée de terre, il signe. Et il signe pour un certain nombre de choses, et y compris pour... il met sa vie en balance. Voilà. Et donc, cet engagement individuel, il est transcendé, entre guillemets, par la force du groupe, la force de la collectivité. Et donc, la dimension des relations humaines, je vous ai parlé du fait qu'on essaie d'amener les gens, nos soldats, au plus de ce qu'ils peuvent faire pour exercer des responsabilités, acquérir des compétences, etc. Toute cette dimension-là, de ressources humaines, comme on dit techniquement, mais elle est fondamentale. Enfin, c'est un métier très humain, très très humain. Et je pense que si vous invitez un commandant de bâtiment de la marine, la vie d'équipage, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Enfin, je vous incite à inviter un marin. Je pense qu'il pourra vous apporter un éclairage, ou un aviateur, parce que la vie de base, je sais que c'est très important. Alors aujourd'hui, vous êtes auditeur à l'IHEDN, du coup. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette expérience? Qu'est-ce qu'on apprend à l'IHEDN? Alors, à l'IHEDN, on apprend... Alors moi, je vais pas me faire je vais pas prendre la place du directeur de l'IHEDN ou de l'encadrement de l'IHEDN, mais moi, mon ressenti, c'est nous avons une année, auditeurs civils et militaires. Dans la session politique de défense à laquelle j'appartiens, il y a à peu près un petit tiers de militaires et puis deux tiers de civils. D'abord, on apprend à grandir ensemble. Alors c'est un peu, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu nébuleux. Mais en fait, tout le monde se découvre ou presque, peut-être à part les militaires. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'en quelques semaines ou quelques mois, et malgré les conditions sanitaires du moment, qui fait qu'on ne se voit pas aussi souvent qu'on le souhaiterait ou qu'on le pourrait, se crée une forme de cohésion, de solidarité, qui moi m'impressionne beaucoup parce que objectivement, on vient de plein d'horizons différents. Et en fait, ce qui nous réunit, c'est les militaires, ça fait partie du bagage, c'est en fait l'intérêt pour la défense et le souci de faire quelque chose pour notre pays. Voilà. Et on a tous ça en partage, qu'on soit militaire de carrière ou auditeur civil. Et donc, tout ça crée un lien, un ciment, qui est très fort et qui, d'après ce que disent les anciens, perdure après l'IHEDN. D'ailleurs, il existe un IHEDN jeune. Je pense que ça fait partie des choses qui sont intéressantes, parce qu'en plus, et c'est le deuxième volet, au-delà de cette cohésion et de ce partage du souci de la défense de la patrie, vous avez également des enseignements qui sont quand même de haut niveau, avec des intervenants de très grande qualité qui viennent vous éclairer sur les problématiques du moment, les sujets défense, les sujets relations internationales, et qui sont importantes. Justement, à l'IHEDN, il y a des civils, il y a des militaires. Vous avez évoqué auparavant les réserves, les jeunes de l'IHEDN aussi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les liens entre société civile et monde militaire
sont forts? Est-ce qu'ils doivent être renforcés? On sait que souvent on dit que la fin de la conscription a été un moment où il y a eu une distension des liens. Où ça en est selon vous aujourd'hui? Alors, tout à l'heure, avec beaucoup de tact, vous m'avez fait remarquer que j'avais une certaine antériorité, de l'expérience. Euh, Moi, j'ai vécu. Mon premier commandement, c'était des appelés. En fait, à Saint-Cyr, on fait un stage en corps de troupe, j'avais des appelés. Donc, je vois ce qu'était la conscription et la richesse que c'était d'ailleurs. Mais le propos, c'est de dire que moi, j'ai quand même vécu le début des années 90, où on nous expliquait que bon, c'était la fin de l'histoire, enfin le célèbre livre, qu'il n'y aurait plus la guerre, qu'en fait on allait tous s'aimer, parce que le modèle occidental libéral allait être adopté par tout le monde et que c'était très bien. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on en est assez loin. Et donc il y a des modèles concurrents qui se frottent et qui peut-être demain s'affronteront. Et donc moi j'ai vécu une forme de désintérêt structurel pour l'armée qui en plus devenait professionnelle. Donc c'était un peu compliqué, on ne savait pas trop qui ils étaient, ce qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, on est dans des années où il y a un retour de l'intérêt pour la défense. Et je pense que malheureusement, les attentats notamment de 2015 ont été un facteur d'accélération de ce retour, au moins d'une forme de perception que avoir une défense forte, c'est utile. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il y a un intérêt pour qui sont-ils. Voilà. Maintenant, enfin, les liens entre l'armée et la nation, hein, c'est le terme générique qu'on emploie souvent. Bon, je pense que ça s'entretient. Enfin, c'est un défi de tous les jours et un défi de compréhension. Comprendre pour nos concitoyens qui n'ont pas fait leur service national, qui sont un peu éloignés des choses, comprendre ce que fait un soldat, qui sait, déconstruire peut-être des images d'Épinal dessus, voilà. Et notamment comprendre que c'est vraiment pas un travailleur comme les autres, qu'il y a une singularité militaire. Et cette singularité, elle est aujourd'hui très importante parce que cette singularité, c'est elle qui nous permet d'être disponible, de cultiver chez nos jeunes l'esprit de sacrifice, enfin, d'être prêt à remplir notre mission, en fait, qui est d'être l'assurance vie de la nation. Voilà. Et donc ça, il faut l'expliquer et il faut que les gens le comprennent. Et ce que vous faites, je pense, y participe. Merci beaucoup. Et puis, enfin, j'invite vraiment tout le monde à lire régulièrement des livres qui ont été écrits par des militaires. Vous en avez publié un. Je rappelle aussi ici que l'école de guerre a désormais une maison d'édition avec des livres vraiment qui, sur des sujets internationaux ou même plus nationaux, sont vraiment très intéressants. Alors, mon colonel, peut-être sur un ton plus léger cette fois-ci, est-ce que vous auriez une série ou un film à nous conseiller? Ou un livre? Vous êtes rentré par la voie littéraire à Saint-Cyr. Alors, mais je vais rester sérieux. Enfin, me viennent à l'esprit deux films très différents. Le premier film, ça s'appelle Timbuktu, d'Abderrahmane Sissako. C'est un film qui a 5 ans, je crois, qui sort en 2014 ou 2015. Et en fait, c'est un réalisateur ouest-africain qui fait un film sur l'occupation djihadiste au Nord Mali, et notamment à Tombouctou. Voilà, d'où le titre Timbuktu. Et moi, j'ai regardé ce film plusieurs fois, avant d'avoir été au Mali et puis après. Je pense que ce film, il éclaire d'un jour très particulier tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le rejet de la France en Afrique, qu'est-ce qu'on fait là-bas, l'enlisement au Sahel, enfin tous ces termes un peu convenus. Parce que ce film, il présente le poids insupportable que représentait l'application de la charia, notamment à Tombouctou. Et moi, quand j'étais à Gao, les habitants de Gao, ils nous parlaient de l'occupation. L'occupation, c'était pas la présence des forces françaises. L'occupation, c'était la présence de la police islamique du Moudjahou et d'Ansardine. Voilà. Et donc ce film, il a cet intérêt, outre le fait qu'il y a des paysages magnifiques, et parce que c'est des pays superbes, il a le mérite de nous permettre de revenir aux sources de l'engagement de la France au Sahel en 2013, et le sens vraiment de ce qu'on fait là-bas et pourquoi on y a été. Voilà. Il y a plein de sujets, mais il y a notamment le fait d'aider ces populations à vivre avec le
système de gouvernance qu'ils ont choisi, voilà, et pas qu'on leur a imposé. En l'occurrence, que les islamites voudraient leur imposer. Et le deuxième film, il est très différent, s'appelle Le Chant du Loup, qui est très loin de l'armée de terre. C'est un film marin et même sous-marin, parce que il incarne, je vous parlais de responsabilité tout à l'heure, pour moi il incarne à la perfection, vraiment, ce que représente le poids de la responsabilité, le poids, enfin voilà, qu'est-ce que c'est que d'être responsable, en l'occurrence c'est, enfin je ne veux pas dévoiler le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais en l'occurrence c'est quand même un aspect extrêmement important de la vie de la France, et il montre à travers le personnage notamment des officiers de marine et du commandant de bâtiment et même de l'amiral qu'on voit, et il incarne vraiment la quintessence pour moi des responsabilités, et notamment militaires. Voilà. Donc Timbuktu et Le Chant du Loup. Ça prend une soirée, à peu près les deux. Voilà. En plus, avec le couvre-feu, on a du temps libre le soir. Mon colonel, ce fut un honneur de vous recevoir. Alors merci d'avoir accepté notre invitation, et puis aussi pour votre livre Carnet d'Ivoire. J'aimerais ajouter un dernier mot, c'est que à travers vous, j'aimerais également remercier vos marsouins, comme vous dites à la fin du livre, qui ont combattu et qui pour certains combattent encore, et ils combattent pour nous tous. La nation aujourd'hui ne doit pas oublier que la tranquillité qu'on a en base arrière, en métropole, a un coût, et ce coût, on a une dette envers ceux qui la portent. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté notre podcast. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques et questions par Facebook ou par mail. Et on se retrouve prochainement pour un futur épisode de Défense à l'antenne. Et d'ici là, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous.